Le jour de mon anniversaire, j'ai reçu un texto de papa, j'ai vendu ton ordinateur portable. Ta sœur a besoin d'un nouveau téléphone. Estime TOI heureuse qu'on te nourrisse. Puis il a ajouté, aussi, tu paieras ses frais de scolarité, $6 000 d'ici vendredi. J'ai dit, pas question. Il a répondu, alors, dégage. On te coupe les vivres. Alors je suis parti sans un bruit. Le lendemain matin. Mon père appelait tous les numéros. Avant de continuer l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages et on adore vous lire. Maintenant, retournons à l'histoire. Je m'appelle Emma, j'ai 22 ans, et le jour de mon anniversaire, mon propre père a vendu mon ordinateur portable pour acheter un nouveau téléphone à ma sœur, puis a exigé que je paie ses frais de scolarité. Avant de vous raconter leur réaction quand ils ont découvert ce que j'avais laissé sur la table de la cuisine, dites-moi d'où vous me regardez dans les commentaires. Pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, vous devez comprendre ma famille. Dans notre maison, nous étions 2 filles, mais une seule était la préférée, et ce n'était pas moi. Ma petite sœur, Olivia, ne pouvait rien faire de mal. Elle était le soleil, et j'étais la planète qui devait simplement tourner en orbite autour d'elle, en silence et sans me plaindre. Ce n'était pas une seule grosse épreuve, mais 1000 petites coupures sur 22 ans. Pour mon 16e anniversaire, j'ai eu droit à un sermon sévère sur l'augmentation du coût de l'assurance auto. Pour le sien, 6 mois plus tard, elle a reçu les clés d'une berline toute neuve garée dans l'allée avec un gros nœud rouge dessus. Quand j'ai cumulé 2 emplois à temps partiel pendant mes études pour économiser $1 200 pour un ordinateur portable puissant pour mes cours de design, mes parents ont dit que j'étais financièrement responsable. Quand Olivia a voulu le dernier iPhone, ils le lui ont simplement acheté. J'étais la bête de somme, elle était la princesse. Ma tante Rachel, la sœur cadette de ma mère, voyait tout. Pour mon 18e anniversaire, elle m'a glissé un magnifique journal relié en cuir. Ton grand-père était comptable, m'a-t-elle chuchoté en me serrant dans ses bras. Il disait toujours de tenir ses propres comptes. Personne ne peut contester les chiffres, Emma. Je ne savais pas à l'époque à quel point ce conseil me sauverait la vie, au sens propre. J'ai commencé à tout noter. Pas seulement mes sentiments, mais les chiffres. Les $50 par-ci par-là que je prêtais à mon père et qui ne revenaient jamais, les $200 que je donnais pour les courses et qui sont devenus une attente mensuelle. Tout est allé dans ce carnet. Le jour où tout a explosé, c'était mon 22e anniversaire. J'étais dans mon dernier semestre d'université, un semestre brutal. Ma thèse devait être rendue dans 1 mois, et toute ma vie était sur cet ordinateur. J'étais à la bibliothèque quand mon téléphone a vibré. C'était un texto de mon père, j'ai vendu ton ordinateur portable. Olivia a besoin d'un nouveau téléphone. Estime-toi heureuse qu'on te nourrisse. Je l'ai lu 1 fois, puis 2. C'était comme un coup de poing dans l'estomac qui m'a coupé le souffle. Mes mains se sont mises à trembler. Avant même que je puisse digérer la rage, un 2e texto est arrivé, aussi, tu paieras ses frais de scolarité. $6 000 d'ici vendredi. Quelque chose en moi, quelque chose qui avait été plié et meurtri pendant des années, ne s'est pas seulement brisé, ça s'est transformé en acier. J'ai tapé 2 mots en réponse, pas question. Sa réplique fut instantanée, alors, dégage. On te coupe les vivres. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Pour la première fois, il n'y avait pas de chaos émotionnel en moi. Seulement une clarté froide et tranchante. Le genre de clarté qui vient quand on vous a poussé au-delà de votre point de rupture et que vous réalisez qu'il n'y a plus rien à perdre. Je suis rentré à la maison. Je suis passé devant la chambre d'Olivia. Elle gloussait en déballant son nouveau téléphone brillant, complètement inconsciente de la situation. Je suis allé dans ma chambre et j'ai sorti un unique sac de sport. J'ai emballé mes essentiels, trousse de toilette, quelques vêtements de rechange, mon passeport et mon disque dur de sauvegarde. Puis je suis allé à mon placard, j'ai cherché au fond et j'ai sorti un épais trieur accordéon marron. À l'intérieur se trouvait chaque reçu, chaque relevé bancaire avec les virements surlignés, chaque reconnaissance de dette que je leur avais fait signer pour rire. Des années de dossiers méticuleux, tout cela grâce au conseil de tante Rachel. Le grand livre de mon grand-père. Je suis descendu à la cuisine et j'ai placé le dossier bien au centre de la table. Sur le devant, j'avais écrit en lettres noires et nettes, pour maman, papa et Olivia.
Puis je suis sorti par la porte de derrière, je l'ai refermée doucement derrière moi et je ne me suis jamais retourné. Mon premier appel fut pour tante Rachel. Sa voix a été un baume sur une blessure dont j'ignorais même qu'elle saignait encore. « Viens ici tout de suite », a-t-elle dit, sans poser de questions. Quand je suis arrivé dans son petit appartement confortable, elle m'a juste serré dans ses bras pendant un long moment. Puis, assis sur son canapé, une tasse de thé chaud dans mes mains tremblantes, j'ai sorti mon ordinateur portable de rechange. J'ai ouvert cet email, rédigé comme une prière, que j'avais gardé dans mes brouillons pour un jour que j'espérais ne jamais voir arriver. Il était adressé à ma grand-mère, Éléanore, la mère de mon père, la matriarche formidable et pragmatique de notre famille. J'ai joint un seul gros fichier PDF, une copie numérisée de chaque page de ce dossier marron. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Envoyer ». C'était le moment. Le point de non-retour. J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration et cliqué. Le petit son discret de l'email quittant ma boîte d'envoi a résonné comme un coup de canon. Le lendemain matin, le téléphone de ma tante a sonné. C'était ma mère, hystérique. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots pour savoir ce qui se passait. Je pouvais l'imaginer parfaitement. Olivia, descendant probablement pour le petit déjeuner, aurait été la première à voir le dossier. Elle l'aurait ouvert par curiosité. Elle aurait vu les relevés bancaires montrant des milliers de dollars virés de mon compte d'épargne, étiquetés « Dépenses d'Olivia ». Elle aurait vu les reçus pour les réparations de sa voiture, ses virées shopping, tout payé avec mes salaires. Mais le coup de grâce, la révélation finale que j'avais placée tout à la fin, était un document concernant son propre fonds en fiducie. Celui que notre grand-père avait créé pour nous deux. Il montrerait qu'après avoir vidé mon fonds d'études de 24 000 $, ils avaient commencé à puiser dans le sien. Le regard de trahison sur son visage a dû être dévastateur. La prise de conscience qu'elle n'était pas seulement la préférée, mais qu'elle était un pion, tout comme moi, utilisé pour nous empêcher de comparer nos notes. Je pouvais imaginer mon père, son visage passant du rouge au blanc en réalisant que ce n'était pas juste une note de colère, c'était un acte d'accusation. Le début de mon histoire, c'était ses appels paniqués. Il appelait probablement toute la famille, essayant de déformer l'histoire, essayant de me peindre comme la fille ingrate et instable. Mais alors, au milieu de leur chaos, j'ai fait quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. J'y suis retourné. Tante Rachel m'a conduite. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et j'ai utilisé mon ancienne clé. Je suis entré. Ils étaient tous les trois dans le salon, figés dans un tableau de panique et d'accusation. Mon ancien téléphone, que j'avais laissé sur le comptoir, vibrait sans cesse avec des appels provenant du numéro de mon père. Il m'appelait depuis sa propre poche. Il m'a vu et son visage s'est tordu d'un mélange de fureur et de soulagement. Emma, Dieu merci, tu as retrouvé la raison. Maintenant, arrête ces bêtises. J'ai levé la main. J'ai oublié quelque chose, ai-je dit, d'une voix égale. Je suis passé devant eux, j'ai pris mon téléphone sur le comptoir et je l'ai éteint. Puis j'ai regardé mon père droit dans les yeux. Les chiffres ne mentent pas, papa. Et juste à ce moment-là, comme par un signal, la sonnette a retenti. C'est moi qui ai ouvert. Sur le perron se tenait ma grand-mère Éléanore, son visage dur comme du granit. À côté d'elle, un homme en costume impeccable tenait une mallette, l'avocat de la famille. Elle m'a fait un unique signe de tête respectueux avant que son regard glacial ne se pose sur son fils. « Franck », dit-elle, sa voix tranchant dans la tension. Emma a eu l'amabilité de me fournir une comptabilité complète de votre gestion des fonds en fiducie de la famille. En tant que fiduciaire principal, je vous informe que vous êtes démis de vos fonctions, avec effet immédiat. Monsieur Davis ici présent s'occupera de la transition. Nous mènerons un audit complet, et tous les fonds détournés seront restitués au compte d'Emma et d'Olivia. Est-ce que tu as compris? Mon père la fixait, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Ma mère a éclaté en sanglots. Le pouvoir dans la pièce avait basculé si complètement que le silence était presque total. Je n'avais pas eu besoin d'être sauvé. J'avais simplement fait appel à la loi pour témoigner de la vérité que j'avais déjà exposée. Un jour plus tard, j'ai retrouvé Olivia dans un café neutre. Elle avait l'air petite et brisée. « Je suis tellement désolée, Emma », a-t-elle murmuré, tordant une serviette entre ses mains. Je ne savais pas, j'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti une pointe de ressentiment. J'ai juste ressenti une tristesse silencieuse pour nous deux.
Ce n'est pas ta faute, ai-je dit, et je le pensais. Tu étais leur trophée, et j'étais leur banque. Nous n'étions que des outils différents pour eux. Mais à partir de maintenant, ai-je dit en la regardant dans les yeux, on se dit la vérité. C'était la première brique fragile d'une nouvelle fondation. 1 an plus tard, pour mon 23e anniversaire, ma vie ne ressemblait en rien à ce que j'aurais pu imaginer. J'avais un bon travail dans une agence de marketing, pas le travail de mes rêves, mais c'était le mien, et je l'avais mérité. Ma relation avec Olivia était en cours de reconstruction. Nous suivions une thérapie ensemble, apprenant à être des sœurs sans le poison de nos parents entre nous. C'était difficile, mais c'était réel. Ma fête d'anniversaire était une petite réception dans mon propre appartement. C'était modeste, mais chaque chose à l'intérieur, je l'avais payé moi-même. À la fin de la soirée, ma grand-mère m'a tendu une épaisse enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent, mais un acte de propriété. L'acte de propriété d'un petit chalet dans les montagnes que mon grand-père avait acheté des années auparavant, celui qu'il avait toujours dit qu'il gardait pour moi. Ce n'est pas un cadeau, Emma, dit-elle, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. C'est un outil. Va construire ce que tu veux avec. Ce soir, en vous racontant cela, je repense à ce terrible texto d'anniversaire. Mon père m'a pris mon ordinateur, mes économies, mon sentiment de sécurité. Mais il m'a donné quelque chose de bien plus précieux en retour, ma liberté. Il pensait me couper les vivres, mais tout ce qu'il a fait, c'est couper la dernière chaîne qui me retenait à une vie qui me tuait à petit feu. Mon histoire ne parle pas de ce que j'ai perdu. Elle parle de ce que j'ai enfin été libre de construire. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Le chemin a été long, et la partager m'aide. J'ai une question pour vous tous, avez-vous déjà dû fixer une limite ferme avec votre famille pour protéger votre propre paix intérieure? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour en voir plus. Ça compte énormément pour moi.